Au début des années 2000, Areva, c'était le rêve industriel français. Un groupe capable d'exporter son savoir-faire nucléaire sur tous les continents, 45 000 salariés à travers le monde, des contrats géants en Chine, aux États-Unis, en Finlande, un chiffre d'affaires qui dépasse même les 10 milliards d'euros et surtout une ambition unique en Europe, maîtriser toute la chaîne du nucléaire, du minerai d'uranium jusqu'au réacteur clé en main. Sauf que 10 ans plus tard, ce rêve vire au cauchemar. Le géant présenté comme infaillible devient l'un des plus grands naufrages industriels de l'État français. Des erreurs gravissimes, des provisions massives, plus de 10 milliards d'euros d'argent public injecté et parti en fumée. Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'une descente aux enfers que personne n'avait vu venir et dont la facture continue aujourd'hui pourtant encore de tomber. Tout commence au tournant des années 2000. À Paris, une idée s'impose. Si Airbus a réussi à fédérer l'Europe autour d'un champion mondial de l'aéronautique, la France peut aussi créer son champion du nucléaire. Alors l'État va organiser un mariage inédit, une fusion de 3 entités publiques, Cogema, spécialiste des mines d'uranium et du traitement du combustible, Framatome, constructeur de réacteurs, et CEA Industrie, le bras industriel du commissariat à l'énergie atomique. Alors le 3 septembre 2001, cette entité prend enfin un nom, celui d'Areva. La direction générale est confiée à Anne Lauvergeon, surnommée par la presse internationale Atomic Anne. Cette ancienne Sherpa de François Mitterrand devient rapidement le symbole vivant de la renaissance nucléaire française. Les 3 premières années d'Areva ressemblent à un démarrage réussi. En 2001, le groupe affiche près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La filière nucléaire, son cœur de métier, représente déjà presque les 2/3 des revenus. Les grands contrats se multiplient, notamment avec EDF et plusieurs électriciens japonais. Mais derrière cette dynamique commerciale, Areva profite aussi d'un autre élément moins visible, le portefeuille d'actions qu'il a hérité de ses ancêtres industriels. Lorsque la Cogema et Framatome fusionnent pour donner naissance à Areva, elles apportent avec elles des participations financières accumulées au fil des décennies, des placements destinés à sécuriser leur trésorerie et à financer leurs investissements. Parmi ces actifs, un trésor méconnu, environ 10% du capital de ST Microelectronics, l'un des champions européens du semi-conducteur. Son action grimpe, les dividendes s'enchaînent et cette participation devient l'une des meilleures lignes du portefeuille d'Areva. Résultat, pendant des années, les comptes d'Areva sont tirés vers le haut, non pas seulement grâce à l'activité nucléaire, mais aussi grâce au marché financier. Et cette logique, comprendre où sont les bons actifs, savoir lire un marché, distinguer une opportunité d'une illusion, c'est exactement ce que nous permet notre partenaire du jour, Freedom24, une plateforme d'investissement internationale que j'ai testée récemment et qui m'a vraiment surpris par son niveau de transparence, sa simplicité et surtout son accès très large aux marchés mondiaux. Freedom24 appartient à une société cotée au Nasdaq, c'est un broker régulé en Europe, disponible dans de nombreux pays et qui compte plus de 500 000 clients dans le monde. Concrètement, vous accédez à plus d'1 million d'instruments financiers, actions américaines, européennes, asiatiques, ETF, obligations, sur une quinzaine de places boursières. L'interface est claire, intuitive, même quand on débute, en quelques minutes, vous pouvez acheter une action, suivre les marchés ou analyser un ETF et surtout, aucun dépôt minimum, vous pouvez commencer petit, tester la plateforme tranquillement et prendre vos repères et investir à votre rythme. Dans une histoire comme celle d'Areva, on comprend à quel point un bon investissement peut soutenir tout un bilan et à quel point une mauvaise décision peut faire s'effondrer un géant. Disposer d'un outil clair, fiable et complet, ça change absolument tout. Si vous voulez tester Freedom24, cliquez sur le lien directement en description. Il y a également une offre de bienvenue pour tous les nouveaux clients qui ouvrent et approvisionnent leur compte avec un minimum de 1 000 €. Vous pouvez recevoir jusqu'à 20 actions offertes, chacune pouvant valoir jusqu'à 800 $. Un immense merci à eux de soutenir la chaîne. Et maintenant, retour à notre enquête. Derrière ses premiers succès, Areva montre aussi des signes de fragilité. Son activité nucléaire gagne de l'argent, mais le résultat final plonge dans le rouge. La raison, sa filiale spécialisée dans la connectique FCI s'effondre avec la crise des télécoms.
l'uranium et fait perdre à elle seule plus de 200 millions d'euros. À partir de 2004, Areva obtient enfin ses premiers vrais succès commerciaux en Chine. Le groupe fournit du combustible aux centrales de Daya Bay et Lingao et devient l'un des rares acteurs étrangers autorisés à intervenir sur le marché nucléaire chinois. Au cœur de cette phase d'euphorie, un signe de fragilité apparaît quand même pourtant très vite. Areva dépend de plus en plus d'activités qui n'ont rien à voir avec le nucléaire. Sa filiale transmission et distribution par exemple, spécialisée dans les équipements électriques, devient même l'un des moteurs principaux du groupe. À elle seule, elle génère plus de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et sans elle, la croissance serait quasiment inexistante. Son problème, elle a un coût très élevé, la branche absorbe énormément de trésorerie. Areva élargit donc son périmètre, mais au prix d'une baisse immédiate de ses marges de manœuvre financières, une tension qui, vous le verrez, aura son importance par la suite. À partir de 2005, Areva va finalement entrer dans une phase d'euphorie comme elle n'avait jamais connue. Son chiffre d'affaires franchit la barre symbolique des 10 milliards d'euros. Son résultat opérationnel atteint 746 millions. Les effectifs explosent, comptez plus de 70 000 employés dispersés dans les mines d'Afrique, les usines françaises et les centres d'ingénierie européens et asiatiques. Le prix de l'uranium s'envole, multiplié par plus de 6 en quelques années. Et partout, on parle d'un retour du nucléaire. À l'étranger, la Chine lance l'un des plus grands programmes de l'histoire, la construction de plusieurs dizaines de réacteurs sur 20 ans pour accompagner son boom économique. L'Inde et le Moyen-Orient accélèrent et les États-Unis reparlent sérieusement de construire de nouveaux réacteurs. C'est dans ce climat extrêmement favorable qu'Areva se retrouve au cœur de toutes les discussions. Les délégations étrangères défilent au siège du groupe, les salons internationaux se transforment en vitrines commerciales et Areva finit par signer des contrats sur tous les continents. En Finlande par exemple, il décroche la construction d'un réacteur de nouvelle génération pour l'électricien TVO. Un élément de leur offre est particulièrement séduisant, le modèle clé en main. Une offre complète où le géant du nucléaire s'occupe de tout, conception, génie civil, construction, essai, livraison et où l'acheteur connaît le prix final dès le départ. Résultat, en 2006, le carnet de commandes du groupe atteint un niveau inédit avec 25,6 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2 années d'activité. Areva se lance même dans l'éolien offshore en rachetant 51% du constructeur allemand Multibride et signe un partenariat avec Mitsubishi pour un réacteur ATMEA. Mais une décision vient vraiment symboliser cette période, la cession de FCI. Souvenez-vous, cette filiale de connectique dont l'activité restait fragile depuis des années. Areva parvient à s'en défaire, tourne une page industrielle devenue encombrante et récupère au passage des liquidités précieuses. Pour la direction, c'est la preuve que le groupe est désormais un ensemble cohérent, recentré sur le nucléaire et prêt à conquérir les marchés mondiaux. Dans cette atmosphère d'euphorie, Anne Lauvergeon incarne cette ambition. Son style séduit, l'État la soutient. Chirac comme Sarkozy voient en elle une arme diplomatique capable de vendre une centrale et de nouer des alliances stratégiques. Mais au moment où Areva se croit imbattable, une autre bataille va prendre place, sécuriser de l'uranium à tout prix. La Chine construit réacteur sur réacteur et elle pourrait parfaitement mettre la main sur les gisements les plus prometteurs, de quoi fragiliser à terme une bonne partie de la souveraineté nucléaire française. Au même moment, l'uranium devient l'or jaune, son prix s'envole de 20 $ la livre à plus de 130 $ en seulement quelques mois. Chaque pays annonce des programmes nucléaires toujours plus ambitieux, le marché devient presque hystérique. C'est dans cette ambiance de tension, de peur de manquer et d'urgence qu'un nom commence à faire surface, Uramine, une jeune société canadienne qui n'a aucune mine en production mais qui possède des licences d'exploration en Namibie, Centrafrique et Afrique du Sud, des zones prometteuses encore accessibles avant qu'un géant comme la Chine ne s'en empare. Pourtant, c'est précisément là que tout va déraper. La direction veut aller beaucoup trop vite. Les premières analyses valorisent Uramine 3 à 4 fois moins cher que le prix demandé. Les vérifications indispensables, les fameuses due diligence, sont expédiées. Pas d'audit indépendant, pas de contrôle des volumes, pas d'analyse approfondie des sols, même pas de véritable réflexion sur le coût réel de la mise en exploitation. Une acquisition donc réglée d'un trait alors même que les études de faisabilité sont incomplètes. En juin 2007,
Areva signe donc Uramine pour 1,7 milliard d'euros. Résultat, la désillusion est immédiate. En Namibie, sur le site de Trekobje, les ingénieurs découvrent une mine presque inexploitable. Pour produire ne serait-ce qu'un peu, il faudrait carrément une usine de dessalement titanesque. En Centrafrique, les gisements de Bakuma se trouvent en pleine zone de guerre civile. Impossible de travailler ou d'investir. Le pays n'a même pas les infrastructures nécessaires. En Afrique du Sud, les contraintes environnementales et administratives rendent le projet extrêmement complexe. C'est aussi à cette époque que la trésorerie du groupe commence à diverger du chiffre d'affaires. En 2007, malgré un niveau de vente historique, Areva brûle près de 2 milliards d'euros de cash opérationnel. La raison est simple, le groupe doit financer des investissements colossaux longtemps avant de pouvoir facturer quoi que ce soit. La croissance ne génère donc plus de cash, elle génère du risque et il suffirait d'un choc pour que tout bascule. Ce choc arrive juste après. En 2008, le prix de l'uranium s'effondre du jour au lendemain. Tout le pari stratégique d'Areva vacille. Les mines d'Uramine, déjà fragiles sur le papier, deviennent totalement inexploitables. Les projets sont abandonnés les uns après les autres. Areva doit alors reconnaître publiquement ce qu'aucun dirigeant ne voulait entendre. L'acquisition n'a plus aucune valeur. Au total, ce sont près de 3 milliards d'euros qui s'évaporent dans cette opération. Mais le pire est encore à venir, un autre problème bien plus grave s'ouvre à des milliers de kilomètres, le chantier d'Olkiluoto 3 en Finlande. Souvenez-vous, fin 2003, Areva et Siemens décrochent un contrat historique avec l'électricien finlandais TVO. Objectif, construire le tout premier réacteur EPR de l'histoire pour un prix fixé à l'avance de 3,2 milliards d'euros et une livraison prévue en 2009. La formule clé en main prévue dans les contrats signifie que tous les dépassements sont à la charge d'Areva Siemens. Problème, l'EPR est encore un prototype et n'a encore jamais été construit auparavant. Les plans encore théoriques sont incomplets. Certains doivent être modifiés en pleine construction. Les normes finlandaises imposent un niveau de sûreté et de documentation unique au monde. Résultat, le béton fraîchement coulé ne respecte pas les normes, des soudures sont retoquées par l'autorité de sûreté, chaque correction génère un nouveau problème, chaque retard coûte des millions. En 2009, le projet a déjà 2 ans de retard, en 2011, 5 ans, en 2014, 9 ans. Le budget initial de 3,2 milliards finit par approcher les 15 milliards. Pendant ce temps, le climat se tend avec l'exploitant finlandais, les deux parties s'accusent mutuellement des retards. Pendant 10 ans, le chantier se transforme en un véritable champ de bataille judiciaire et en 2018, un accord met fin au conflit. Areva et Siemens versent 450 millions d'euros à TVO et s'engagent à terminer enfin le réacteur. Au final, Olkiluoto 3 ne sera mis en service qu'en 2023 après plus de 10 ans de décalage. Alors ça pourrait se terminer là, mais le chantier finlandais n'est pas une exception. En France, celui de Flamanville 3, que vous connaissez sans doute, suit exactement la même trajectoire. Défaut de cuve, soudure non conforme et j'en passe. Résultat, un budget qui passe de 3,3 milliards d'euros à plus de 12. Au Royaume-Uni, la même chose. Hinkley.C, porté par EDF, s'enfonce lui aussi dans les délais et les coûts. Aux États-Unis, l'usine MOX du site Savannah River, construite par un consortium incluant Areva, voit son budget exploser. À chaque fois, la même histoire, un prototype vendu comme un produit mature, des délais irréalistes et des risques non partagés. En 2008, Areva avance déjà avec 2 boulets aux pieds et c'est précisément à ce moment-là que la crise financière va frapper. Du jour au lendemain, les entreprises productrices d'électricité coupent leur budget, repoussent leurs projets et gèlent les investissements. Pour Areva qui compte justement sur de nouveaux contrats pour compenser Uramine et les dérapages d'Olkiluoto, c'est une véritable catastrophe. Les activités consomment de la trésorerie au lieu d'en produire. L'entreprise tourne en s'endettant, puis arrive le départ brutal de Siemens, partenaire historique d'Areva dans la branche réacteur. L'Allemand décide de se retirer du nucléaire civil et exige qu'Areva rachète immédiatement sa participation dans la coentreprise Areva NP. Résultat, plus de 2 milliards d'euros doivent être trouvés en urgence, sans possibilité d'étaler le paiement ou de négocier un calendrier. Pour un groupe déjà affaibli, cet effort financier est un choc brutal. Areva doit alors emprunter massivement pour boucler
l'opération et en quelques mois, la dette dépasse les 6 milliards d'euros. Cette période est aussi marquée par un conflit plutôt surprenant, la rivalité entre Areva et EDF. Officiellement, les deux groupes appartiennent au même actionnaire, l'État. En théorie, ils devraient donc avancer ensemble, parler d'une seule voix et présenter une offre unifiée à l'international. En pratique, c'est l'inverse. Les deux entreprises se livrent à une guerre d'influence, chacun voulant imposer sa vision de la filière nucléaire française. Ce conflit interne atteint son sommet en 2009 lors d'un appel d'offres colossal lancé par les Émirats Arabes Unis, un contrat estimé à plus de 20 milliards de dollars pour la construction de 4 réacteurs, l'un des plus gros marchés nucléaires du début du 21e siècle. Normalement, la France aurait dû être favorite, mais au lieu de présenter une offre unie, EDF et Areva arrivent séparément, chacun avec sa propre stratégie, son propre prix, sa propre vision du projet. Les délégations émiraties découvrent alors un spectacle incompréhensible, deux groupes français censés collaborer ensemble qui se contredisent ouvertement. Résultat, c'est le consortium Skepco qui finit par rafler la mise. Pour beaucoup d'observateurs, cet échec est bien plus qu'un simple tournant. La filière française, déjà fragilisée par les erreurs industrielles, commence maintenant à perdre aussi la bataille de l'influence internationale. En 2010, les ventes retombent à 9,1 milliards. Le groupe plonge dans le rouge avec une perte opérationnelle de moins 423 millions d'euros. Pour sauver les meubles, Areva décide de céder sa division transmission et distribution pour environ 4 milliards d'euros, l'un de ses actifs pourtant les plus porteurs de croissance. Pour éviter l'asphyxie, l'État participe également à une augmentation de capital de 900 millions d'euros, dont 300 millions à sa charge, une première injection d'argent frais, mais qui annonce déjà la tempête à venir. Arrive 2011, une nouvelle année noire. D'abord, Anne Lauvergeon est évincée de la présidence d'Areva. Son mandat n'est pas renouvelé par l'État. Elle est remplacée par Luc Ourcel. S'ensuit un séisme nucléaire mondial. Le 11 mars 2011, un séisme frappe le Japon, entraînant un tsunami dévastateur, puis la fusion des réacteurs de Fukushima Daiichi. En un instant, le monde entier bascule dans la peur et le nucléaire devient synonyme de risque extrême. Les gouvernements panique, l'Allemagne annonce une sortie accélérée du nucléaire, le Japon ferme l'intégralité de son parc, l'Italie renonce à ses projets. Partout, on gèle les programmes, on renforce les normes, on annule les contrats. Pour Areva, le choc est immédiat. On parle d'un nouveau manque à gagner d'environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Son modèle avait été calibré pour une croissance continue, pour un monde qui voulait plus de nucléaire, pas moins. Le carnet de commandes se vide alors que les coûts continuent de monter. Dans la foulée, le prix de l'uranium s'effondre. Divisé par deux, pour Areva, c'est un désastre supplémentaire. Les mines du Niger, du Canada ou du Kazakhstan produisent désormais un combustible moins cher que le coût d'investissement initial. Et pendant que l'uranium plonge, le gaz de schiste américain, lui, explose. L'électricité devient bon marché aux États-Unis et le nucléaire perd encore de son attrait. Areva se retrouve prise au piège dans un véritable effet ciseau, des coûts fixes gigantesques hérités d'un empire dimensionné pour une croissance infinie face à un marché qui se contracte brutalement. En 2013, le nouveau président Luc Ourcel lance le plan Action 2016 visant à réduire ses coûts et limiter les investissements. Il parvient à ralentir l'hémorragie mais ne change pas la trajectoire du groupe. Le gouffre financier persiste. Les projets en cours continuent d'engloutir des centaines de millions, les marges s'effritent et les retards de l'EPR finlandais absorbent toute la trésorerie disponible. Areva économise mais ne respire toujours pas. À ce stade, Ourcel n'essaye plus de sauver la croissance, mais de sauver la survie. Pourtant, ça n'est toujours pas suffisant. En 2014, Areva publie des résultats d'une violence que personne n'avait imaginée. Le chiffre d'affaires recule cette fois-ci sous les 9 milliards, autour de 8,3 milliards d'euros pour être précis. Ce qui sidère tout le monde, c'est la perte nette, près de 5 milliards d'euros qui s'évaporent en un seul exercice. La raison, pendant des années, Areva avait maintenu dans ses comptes des valeurs optimistes, des mines censées produire un jour, des réacteurs qui devaient rentrer dans leurs coûts, des projets annoncés comme rentable plus tard. Les auditeurs financiers exigent une révision totale des actifs du groupe. Les conséquences sont immédiates. 5 milliards d'euros de valeur disparaissent d'un coup. Les capitaux propres sont presque réduits à zéro et l'entreprise passe symboliquement
dans une zone où elle ne peut plus se financer seule. Jamais dans l'histoire industrielle récente de la France, un tel gouffre n'avait été enregistré par une entreprise publique. L'agence de notation Standard & Poor's dégrade la note d'Areva, la plongeant davantage en catégorie spéculative. Luc Courcel, alors président d'Areva, est contraint de quitter l'entreprise à la mi-octobre pour raison de santé avant d'être malheureusement emporté par la maladie. La relève est alors assurée par Philippe Notch, directeur général d'Areva, et Philippe Varin, président du conseil d'administration. Ce dernier, ancien industriel aguerri, a pour mandat de piloter le sauvetage d'Areva et d'assurer son rapprochement avec EDF. L'année suivante, la situation reste critique. Areva affiche une perte supplémentaire de plus de 2 milliards d'euros et se retrouve dans l'impossibilité de payer ses fournisseurs et ses salariés. La trésorerie est proche de zéro, la dette nette dépasse 6 milliards et les banques refusent de prêter. En juin 2015, le gouvernement doit accorder en urgence un prêt relais de 3,3 milliards d'euros pour éviter la cessation de paiement. L'Agence des participations de l'État reconnaît que sans cette aide, la faillite était imminente. Parallèlement, après un signalement de la Cour des comptes, la dimension judiciaire s'ouvre dès 2014. La justice s'interroge sur des années de comptes optimistes et des décisions opaques autour d'Uramine. Anne Lauvergeon est mise en examen en 2016 pour présentation de comptes inexacts et diffusion d'informations trompeuses. Son ancien directeur financier, Alain-Pierre Reynaud, l'est également pour complicité. Puis en 2019, Madame Lauvergeon et Sébastien de Montessu, ex-directeur des activités minières, sont de nouveau mis en examen pour entrave au travail des commissaires aux comptes. Dans le même temps, de nouveaux soupçons émergent autour du rachat d'Uramine. En 2017, on apprend que le département de la justice américain a saisi le FBI pour enquêter sur l'opération. Un rapport interne évoquait dès 2010 une possible escroquerie et l'existence d'intermédiaires opaques, de consultants au mandat flou et de circuits décisionnels brouillés entre la direction d'Areva, le politique et le conseil d'administration. Les juges tentent de comprendre pourquoi le groupe a mis autant de temps à reconnaître l'ampleur du désastre alors que les signaux d'alerte existaient dès 2007-2008. Au final, Uramine devient le symbole d'une époque où l'euphorie, la peur et la précipitation ont pris le pas sur l'analyse, la prudence et le bon sens. En 2017, la Commission européenne autorise une nouvelle recapitalisation massive, près de 4,5 milliards d'euros d'argent public, à condition que le groupe soit démantelé et recentré sur ses activités rentables. C'est le début d'une restructuration d'une ampleur inédite. Areva NP, la division qui conçoit et fabrique les EPR, est retirée des mains d'Areva. EDF, dont la surface financière est jugée plus solide, accepte en 2015 d'en reprendre 75%. L'opération est finalisée début 2018. Areva NP redevient Framatome et rejoint officiellement le giron d'EDF. Le reste du groupe est recentré sur son cœur historique, le cycle du combustible. Une nouvelle entité provisoirement baptisée New Areva rassemble les mines, la conversion, l'enrichissement, le recyclage et la logistique. Jugée viable à moyen terme, elle bénéficie d'une recapitalisation de 3 milliards d'euros. En 2018, cette entité prend un nouveau nom, Orano. Reste enfin l'ancienne Areva SA, vidée de ses activités et transformée en véritable bad bank. Sa mission consiste désormais à terminer à tout prix le chantier finlandais d'Olkiluoto 3, gérer les contentieux, porter les dettes résiduelles et finaliser la cession à EDF. Elle a vocation à disparaître une fois les derniers dossiers purgés. Cette restructuration s'accompagne aussi d'un plan social massif. Environ 6000 emplois sont supprimés ou externalisés pour un coût supérieur à 500 millions d'euros. Au final, entre 2014 et 2017, la facture cumulée des pertes, provisions, recapitalisation et plans sociaux représente entre 20 et 25 milliards pour les finances publiques. En janvier 2018, le nom Areva disparaît officiellement. La page du champion intégré des années 2000 se referme définitivement et avec elle, une décennie d'ambition démesurée, de paris techniques et d'erreurs stratégiques. Après le démantèlement, les activités les plus saines reprennent vie sous le nom Orano. En 2024, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de près de 5,9 milliards d'euros et un résultat net de plus de 600 millions. Son carnet de commandes atteint environ 36 milliards, l'équivalent
l'équivalent de 6 années d'activité. La hausse du prix de l'uranium et le regain d'intérêt pour le nucléaire en Europe et en Asie soutiennent les résultats. Parallèlement, Framatome, désormais filiale d'EDF, porte les projets de réacteurs de nouvelle génération EPR2 en France et au Royaume-Uni. La filière française est désormais fragmentée. Cette séparation est censée éviter les conflits d'intérêts et rendre la gouvernance plus claire, mais elle signifie aussi que la France a perdu l'ambition d'être autosuffisante sur toute la chaîne. L'histoire d'Areva n'est pas seulement celle d'un échec industriel, c'est une démonstration brutale de la façon dont des certitudes mal placées peuvent coûter des milliards et fragiliser tout un pays. Alors est-ce que l'argent des Français sera encore engagé sans contrôle réel, ni vigilance ou garde-fou? Donnez-moi votre avis en commentaire. Merci à Freedom24 pour soutenir la chaîne. C'était Corentin. Allez, ciao!